secrétaire d'État à la santé militaire dans le gouvernement de la guerre de Clémenceau, qui était Justin Godard. Et ils commencent à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire que les premiers fondateurs créent un premier lieu d'accueil de soins dans le Marais pour accueillir les familles juives qui commençaient à quitter l'Allemagne et l'Autriche. Et puis rapidement, à partir de 1938, les, des familles juives allemandes commencent à envoyer des mineurs isolés, on dirait aujourd'hui, des enfants qu'elles envoient soit en Angleterre, soit en France. Et donc l'OSE commence à créer ses 4 premières maisons d'enfants dans les environs de Montmorency. Et aux fondateurs historiques venant de Russie se sont rapidement joints tout un groupe de juifs français d'Alsace, de Strasbourg, qui ont été le noyau dur de l'OSE pendant la guerre. Et donc je laisserai Cathy développer toute cette époque héroïque. Et je terminerai mon propos introductif d'abord en disant qui est Cathy Hazan. Je ne la vois toujours pas à l'écran, mais Eh ben, c'est je une... suis là, elle, hein. elle est là. Je Bon, suis d'accord. là, je suis là, oui. Bon. Donc Cathy est une professeure agrégée d'histoire qui a fait ensuite une thèse de doctorat consacrée aux maisons d'enfants euh, de l'après-guerre, 1944-1960. Donc elle s'est interrogée à la façon dont les différentes associations de la communauté se sont occupées des orphelins de la Shoah. C'est à ce moment-là qu'elle a croisé l'OSE dans son parcours de thèse, et puis elle est restée à nos côtés depuis maintenant 20 ans, et c'est notre référente absolue en matière historique. Et donc elle connaît toutes les histoires et toutes les familles, parce que l'OSE aujourd'hui c'est une grande famille. Alors je vais terminer en disant ce qu'est l'OSE d'aujourd'hui, parce que en sachant que notre idée, c'est que le plus grand hommage qu'on puisse faire, et aujourd'hui c'est Yom HaShoah, donc on rend hommage à tous ceux qui ont été les sauveurs, et pas seulement les victimes, mais les sauveurs aussi. Le meilleur hommage qu'on puisse faire à nos aînés, c'est de poursuivre le chemin dans la voie qu'ils nous ont tracé, donc de travailler dans la sphère sociale, et on voit bien qu'aujourd'hui, le projecteur est porté par la société tout entière sur ce qui se passe dans le champ du social. Donc aujourd'hui, l'OSE, c'est 4 métiers. Le métier historique, c'est s'occuper d'enfants en grande difficulté. À l'époque, c'était des orphelins. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'enfants dont la situation dans les familles est telle qu'ils ont fait l'objet souvent de mesures judiciaires, soit de placement, soit de surveillance par des professionnels du monde de l'éducatif. Le second métier, c'est le métier médical. On continue à avoir un centre de Ah, Monsieur santé. le Président, On continue à avoir un centre de santé, un dispensaire dans le 12e arrondissement, au pied de l'hôpital Rothschild, ce qui nous met aussi en contact encore avec la communauté médicale dans toute son acception. Et puis à partir de cette compétence médicale, sur les 20 dernières années, nous avons développé 2 nouveaux champs de compétences dans le domaine du handicap et dans le domaine de la dépendance, en mettant en place des structures d'accueil de jour pour des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc là aussi, on est hélas au cœur de l'actualité, à la différence près que ce ne sont pas des EHPAD, il n'y a pas d'internat, mais plutôt des structures qui permettent à des personnes âgées de rester à leur domicile, de pouvoir être prises en charge dans la journée, ce qui a montré dans les temps qui courent que ça avait eu beaucoup d'avantages. Voilà l'OSE d'aujourd'hui. L'OSE d'aujourd'hui, c'est une grosse association qui fait 750 salariés, un budget de 45 millions d'euros. Pour l'essentiel, facturé aux différentes entités de la sphère publique, les départements pour le secteur de l'enfance, les ARS, dont on parle beaucoup, l'État pour certains domaines, ou la sécurité sociale. Et puis une part non négligeable, évidemment, vient aussi de la générosité de nos donateurs et de nos amis. Au-delà des 4 métiers professionnels lourds, il y a un cinquième qui s'est développé, c'est l'accompagnement de tous les survivants, puisque la plupart des enfants accueillis par l'OSE ont évidemment survécu et aujourd'hui sont octogénaires.
et que on a été là aussi parmi les premiers à l'écoute du besoin d'accompagnement. Alors, c'est des groupes de parole, c'est de l'aide à l'écriture pour certains de leur mémoire. Et puis, c'est une initiative récente et populaire qui est le Café des Psaumes rue des Rosiers et sa déclinaison dans 5 ou 6 endroits du territoire, à Lyon, à Nogent-sur-Marne, dans différentes communautés parisiennes. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'est l'oser raconté en quelques minutes, et plus que jamais, on a besoin de nos amis. Voilà. Maintenant, Cathy, je vais te passer la parole pour que tu prennes le relais autour de la période héroïque. Bon, vous m'entendez Oui, oui. là, vous m'entendez. Moi, Ouais. merci de m'avoir invité pour parler du sauvetage des enfants alors qu'on va entamer une nuit entière à égrener le nom des déportés, mais c'est une œuvre de vie dont on va parler. Ce sont les enfants de ceux qui ont été déportés. Mais je voulais un petit clin d'œil, je vais partager l'écran pour vous montrer des affiches de l'époque de la création de l'OSE. Vous avez là la santé publique, c'était l'affaire de l'OSE. Et vous avez là, en yiddish, des affiches qui disent que soigner les malades, c'est une mitzvah. Et vous voyez, c'est écrit en yiddish. Parce que le grand principe de l'OSE, c'est de parler la langue du pays dans lequel elle est. C'est une œuvre médico-sociale et ces médecins parlaient le yiddish en Pologne, l'arabe dans les pays, dans le Maghreb et le roumain en Roumanie. Voilà. Donc, une mitzvah, la santé publique. Et puis, je voulais vous montrer euh, quelque chose d'étonnant. Les gestes barrières, eh bien, les voilà. C'est un pense-bête pour les enfants sous la forme des 10 commandements. Il faut les voir de haut en bas. Il faut rester propre. Il faut ne jamais cracher par terre. Il faut se laver les mains tout le temps. Il faut entrer à l'école en époussetant ses chaussures. Il faut faire du sport. Donc, bon, c'est d'une modernité étonnante. On est en 1920. C'est le mouvement hygiéniste de l'époque. Et la dernière, c'était. Il y avait 3 grandes On ne les épidémies. voit pas, Cathy. On ne voit pas. Ah, on ne la Oui, voit pas, celle-là? Est-ce que, Non, on ne la voit pas. il faut la remonter un peu. si je la remonte, non, je ne peux. Moi, elle ne bouge pas. Enlever le zoom ou enlever le pleine page. Qu'est-ce que je fais, moi, pour enlever le message? Et si je la mettais. Voilà. Et si je la mets là? Non? Vous ne la Non, voyez pas? non. Non. Non plus. Bon, écoutez, c'est juste pour vous dire qu'à l'époque, les 3 T, c'est la tuberculose, le trachome et la teigne. Voilà, c'était l'équivalent du coronavirus de, de maintenant. Alors, je voudrais, ce que je vais faire, c'est de vous parler du sauvetage des enfants et ensuite, j'essayerai, j'espère que ça va marcher, de vous passer un diaporama pour animer un petit peu ce propos. Le sauvetage des enfants, c'est une question centrale. Et c'est une question centrale qui est posée à l'ensemble de la résistance nationale parce qu'on est au cœur du génocide avec la question des enfants. Il y a quand même 1,5 million d'enfants qui sont morts dans la Shoah. Et l'inverse, 80%, plus de 80% des enfants juifs de France ont été sauvés. Alors, ce pourcentage, ce n'est pas tout grâce à l'OSE, mais c'est quand même
Losé en a une partie de ce palmarès. Deuxième chose en préambule, c'est que la chronologie du sauvetage des enfants en France est très particulière parce qu'elle commence bien avant la guerre, bien avant 1939. Elle commence au moment où Hitler arrive au pouvoir et qu'il y a des transports d'enfants, des Kindertransport, de familles courageuses allemandes qui envoient leurs enfants à l'étranger. Et Losé, en France, va être l'une de celles qui va accueillir ces enfants. Et il y a une personne, dont le fils est là, et qui est André Salomon, qui ne connaissait pas encore Losé, mais qui travaillait activement à accueillir à Strasbourg les enfants qui passaient le Rhin. Donc, le sauvetage des enfants commence bien avant 1939 et ne se termine pas en 1945 parce qu'il y a des milliers d'orphelins dont il faut s'occuper. Donc, c'est une période, c'est une chronologie beaucoup plus longue que strictement la guerre. La troisième idée, c'est que ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont organisé le sauvetage des enfants et qui se sont sauvés eux-mêmes. C'est évident et on voit là la différence de statut entre les communautés de juives d'Occident et celles d'Europe centrale. La communauté juive en France, elle est bien intégrée. Et si effectivement il y a eu ce chiffre important dans le sauvetage des enfants, c'est aussi parce que cette communauté avait des liens qu'elle avait tissés depuis plus de deux siècles avec la société civile ambiante et que ce soit les autres communautés religieuses, les catholiques, les protestants, mais aussi les hussards noirs de la République, la France a aidé, a tendu la main, et on le verra pour comment ça s'appelle, le circuit Garel. Mais c'est évident qu'il faut comprendre que la stratégie est complètement différente en fonction des zones et en fonction des lieux. Ce n'est pas la même chose, on ne s'organise pas de la même manière dans la France occupée que dans la France au-delà de la ligne de démarcation. On ne s'occupe pas de la même manière dans la zone d'occupation italienne et ce n'est pas la même chose. La situation des Juifs n'est pas la même chose en 1939, en 1944, évidemment. C'est-à-dire que l'Osé va installer des maisons d'enfants en zone sud et absolument pas en zone occupée, en zone nord. Alors, l'Osé, l'œuvre de secours aux enfants, bon, je vous montrerai des diapositives, c'est l'une des 30 organisations caritatives qui s'est occupée du sauvetage des enfants et qui était regroupée dans le comité de Nîmes. Mais en ce qui concerne les organisations juives, il y a 3 organisations principales qui ont fait du sauvetage leur priorité. Il y a l'Osé, les éclaireurs israélites et le mouvement de la jeunesse sioniste. Et d'ailleurs, ces 3 organisations vont travailler main dans la main pendant
toute la durée de la guerre. Alors, pourquoi Lozé est la principale? D'abord, parce qu'elle a un savoir-faire ancien, et Jean-François Gutmann vous l'a expliqué. Elle s'est occupée des réfugiés, elle s'est occupée des victimes de pogroms, elle sait ce que c'est qu'une situation de crise. Ça, c'est la première chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a des... Il faut enlever la conversation parce que sinon, on entend beaucoup de... Bon, ça y est. Ensuite, parce qu'elle a su, d'ailleurs dans tous les pays où elle a travaillé, elle a su s'appuyer sur l'existant. Quand elle arrive en 1934 en France, elle n'ouvre pas de dispensaire, elle est trop faible, mais elle va s'appuyer sur l'hôpital Rothschild et elle va faire la connaissance d'Eugène Minkowski, qui d'ailleurs va s'occuper de Lozé, zone nord, pendant toute la période de la guerre, le professeur Eugène Minkowski, et elle va s'appuyer sur effectivement des gens importants. Il y avait un Betsredka qui était un éminent chercheur de l'Institut Pasteur qui va aider Lozé à ses débuts. Donc, et des hommes politiques importants comme Justin Godard et bien d'autres. Ce qui fait que lorsque la guerre va être déclarée en 1939, elle va faire partie de ceux qui vont faire amener les enfants de la zone de la région parisienne vers pour aider les familles contre les bombardements. Tout de suite, dès septembre 1939, elle amène des enfants vers la zone sud, en même temps qu'un plan gouvernemental d'évacuation des enfants des écoles. Et puis, la dernière raison, c'est que tout son personnel politique, qui était un personnel étranger, puisque ce sont des Russes qui arrivent en France en 1934, vont être très rapidement rejoints et remplacés par les Juifs alsaciens. La quasi-totalité des héros de Lozé pendant le sauvetage des enfants, ce sont des Juifs alsaciens, dont les deux grandes figures, c'est Joseph Weil et André Salomon, qui vont d'ailleurs, qui viennent aussi du milieu des éclaireurs israélites. André Salomon avait créé les éclaireurs israélites. Alors, à Strasbourg, la quasi-totalité des médecins qui vont rejoindre Lozé sont des Alsaciens. Donc, voilà les raisons qui expliquent son efficacité. Alors, le travail de Lozé, ça va être de protéger les enfants de juifs étrangers, parce que les juifs français n'ont pas besoin de structures comme Lozé. Les enfants de juifs étrangers qui sont restés dans la région parisienne, mais également les juifs étrangers qui sont dans les camps d'internement de zone sud, comme Rivesaltes et Gurs. Et donc, au fond, à partir de 4 maisons d'enfants qu'elle ouvre fin 1939, on voit que les enfants dont elle a la charge grossissent parce qu'elle va ouvrir 14 maisons d'enfants dans toute la zone sud. Et d'où ils viennent ces enfants? Ben justement,
ces enfants ont été sortis de manière légale, d'abord, des camps d'internement dans lesquels c'est encore André Salomon qui va organiser les internés volontaires. C'est ces jeunes filles qui vont travailler à l'intérieur du camp, dormir dans le camp pour persuader les parents de confier leurs enfants à l'OSE. Vous avez Vivette Samuel, vous avez Dora Werzberg, dont on honore la mémoire, vous avez Jacqueline Lévy-Geneste, vous avez toute une série de jeunes filles qui ont travaillé à l'intérieur des camps. Cette action est légale. Elle est légale et on s'aperçoit que lorsqu'il va y avoir les rafles de zone sud fin août 1942, la quasi-totalité des enfants juifs sont sortis des camps d'internement de zone sud. Mais le problème, c'est que comme c'est une action légale, eh bien, lorsqu'il va y avoir les arrestations de zone sud, la gendarmerie, la police française va venir arrêter les enfants de plus de 16 ans, attention, dans les maisons de l'OSE. Et l'OSE va prendre conscience que cette grande toile d'araignée qu'elle a constituée en ouvrant des maisons d'enfants devenait des pièges. Et au fond, ce qui est intéressant, et qu'est-ce que vous montre l'évolution de l'OSE? L'OSE, c'est au fond une ONG avant l'heure. C'est une ONG au service du peuple juif. Et elle est mise dans la contradiction de ce qu'est tout l'humanitaire de maintenant. Jusqu'où faut-il ou ne faut-il pas aller dans le soutien au pays dans lequel on est? Jusqu'où faut-il aller dans les camps d'internement, rentrer dans les camps d'internement pour amener des médecins, pour amener de la nourriture, pour organiser, c'est très bien, mais ça veut dire que l'on cautionne ces camps d'internement. Et l'OSE a été l'une des premières à dire non. La préoccupation majeure, c'est de sortir les enfants. Et à partir, effectivement, de fin 1942, grâce à quelqu'un qui est totalement inconnu de la communauté juive de l'époque, qui s'appelle Georges Garel, il va mettre sur pied un circuit clandestin qui, sur le modèle de la résistance, va permettre de envoyer les enfants qui étaient légalement dans ces maisons dans la France profonde, et c'est là où elle va avoir besoin de toute l'intervention des catholiques, puisque le circuit Garel va être testé en premier dans la région de Toulouse, où se trouve Monseigneur Saliège. Mais c'est l'ensemble de la France qui est concerné. Alors, cette mobilisation dans le circuit Garel, de ce circuit clandestin Garel, va permettre de sauver 2500 enfants juifs directement, mais en même temps, l'OSE va installer dans toutes les villes de la zone sud, soit
des bureaux de Lozé, soit des centres médico-sociaux, et le premier est ouvert à Marseille grâce à Julien Samuel, le mari de Vivette Samuel, et puis elle va installer dans toutes les endroits qui sont des… Israël David, le rabbin David Lowe, qui est le rabbin Israël, qui est le fils du rabbin Israël Meir Lowe, qui est président du mémorial de Hachem, Je n'entends pas. Du camp de concentration. Je crois qu'il faut qu'on… Là, ça y est, je n'ai pas du tout entendu. Bon, et donc, elle va demander à des assistantes sociales dans tous les villages d'assignation à résidence où se trouvaient des Juifs. Par exemple, je voudrais évoquer Charlotte Rosenbaum-Hellmann, qui est encore non pas strasbourgeoise, mais une Alsacienne de Metz, qui va être une assistante sociale qui va aider les familles juives, mais après qui va travailler à cacher les enfants dans les familles non juives. Ce circuit Garel a montré son efficacité. Il était divisé en 4 régions principales. Et par exemple, vous avez une comment ça s'appelle, une grande de nos résistantes, qui est Fanny Loinger, et qui était dans le camp, qui est intervenue dans les camps d'internement comme le camp d'Émile, et qui ensuite va prendre la tête d'une région du circuit Garel. Alors, quelle est la différence entre… Elles font le même travail, simplement, elles sont, on disait, arianisées. Ça veut dire qu'elles étaient couvertes par… Elles changeaient d'identité, de nom, et puis elles étaient couvertes professionnellement, et elles étaient souvent… Elles travaillaient avec comment on dit, des papiers de la Croix-Rouge française. Alors, je voudrais essayer de vous montrer un diapositive pour vous, je ne sais pas, on va voir si ça marche, parce que ça permettra de vous illustrer ce travail de Lozé dans le sauvetage des enfants. Alors, comment on fait alors, comment je fais là? Est-ce que il faut que j'aille… Partager l'écran. Je ne sais pas bien faire là. Comment on fait? Comment je me retrouve? Bouton Donc, vert. voilà. Alors, si je fais ça, voilà. Est-ce que vous le voyez? Non. Non. Et alors, comment on fait? Non. Partager l'écran en bas. Alors, ben, j'ai mis alors, partager l'écran. Voilà. Voilà. Et là, C'est bon. voilà, là, on le voit bien. D'abord, voilà. Donc, Oui. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Oui. Oui, Cathy, vous avez encore un peu de temps. Donc, je reviens un petit peu en vous montrant… alors, non, je vais vous montrer, vous voyez, les logos de Lozé. Un logo, on le voit là, le logo qui est un logo médical, hein, on voit bien. Alors, est-ce que vous la voyez? Parce que, non. Est-ce que vous les voyez, les photos? Parce que moi, elles sont masquées. Oui, on voit bien. Et là, vous avez une très belle affiche qui vous montre les gouttes de lait, c'est-à-dire
ce que Lozé a installé des dispensaires, mais également des centres infantiles, qui sont des gouttes de lait qu'on va retrouver dans tous les endroits où elle s'est installée, que ce soit en Europe centrale ou dans les pays du Maghreb. Voilà les premières maisons d'enfants à Montmorency. Et vous voyez comment ces enfants, qui sont des enfants de juifs étrangers, et en particulier des enfants du Reich, enfin des enfants allemands et autrichiens, sont tout jeunes, hein, sont tout petits, et c'est ceux-là qui vont aller dans le sud vers les premières maisons d'enfants. Alors, voilà, je voudrais vous raconter cette histoire parce que Lozé faisait partie de comités d'aide aux réfugiés, et l'un de ces comités, c'était le comte Hubert de Montbrison, qui avait le château de Quincy et qui a fait venir, après la nuit de cristal, une cinquantaine de jeunes berlinois qu'il va garder, mais ce sont des jeunes gens qui parlaient que allemand. Or, arrive tout de suite la guerre, la débâcle, et voilà ces jeunes Allemands qui, avec leur éducateur, partent, c'est l'exode. Et on voit, ce sont des enfants qui ont raconté comment ça s'appelle, leur équipée, c'est-à-dire ils ont fait plus de 120 kilomètres vers le sud, et puis c'était une pagaille indescriptible, et ils remontent vers le château de Quincy. Le château de Quincy était à ce moment-là pris par l'armée allemande, et voilà ces jeunes juifs allemands qui vont se trouver avec des soldats de la Wehrmacht. Et là, le comte, paniqué, demande à Lozé de prendre en charge ces jeunes qui vont aller dans les maisons de Lozé, et l'un d'entre eux deviendra d'ailleurs le président de l'amicale de Lozé des États-Unis. Alors, vous avez là une carte qui vous montre bien que en zone nord, Lozé était et restait en zone nord avec le professeur Eugène Minkowski, mais sa stratégie, c'était disperser les enfants. Alors qu'en zone sud, c'est là que massivement, elle a installé des centres médicaux qui sont en rouge dans toutes les grandes villes de la zone sud, et des maisons d'enfants qui étaient d'ailleurs soit laïques, soit, on disait à l'époque, de stricte observance, parce que, en particulier dans les camps d'internement, Lozé avait promis aux parents de s'occuper de leurs enfants comme ils s'en occuperaient dans leur famille. Et beaucoup de ces familles étaient des juifs pieux. Donc, Lozé a ouvert en pleine guerre des maisons d'enfants comme le Couret, comme une partie de Montintin, qui étaient avec dites de stricte observance, avec de la viande cachère, que Lozé allait chercher à la boucherie cachère de Ghana, près de Vichy. Donc, sur les 14 maisons d'enfants, vous aviez des maisons d'enfants religieux, enfin, de stricte observance. Alors, voilà
l'une des premières maisons d'enfants où justement tous ces enfants qui étaient à Montmorency en 1938 vont venir s'installer. Il y en avait 3 dans la Creuse et dans la Haute-Vienne. Et puis, vous avez donc l'une de nos grandes héroïnes, André Salomon, qui va s'occuper de tout ce qui est tout ce qui s'occupe des enfants et d'installer les assistantes volontaires à l'intérieur des camps. C'est donc tout le travail social, c'est André Salomon. Vous avez là les enfants qui, d'ailleurs, on voit bien là, les enfants qui sont devant le local de Lauzet, de Rivesaltes. Vous en avez d'ailleurs des petits avec des bérets, hein, vous voyez, les petits, et qui venaient chercher donc de la nourriture, du surplus de nourriture. J'entends pas. Voilà. Alors, voilà Vivette Samuel qui a passé plusieurs mois qui était Vivette Hermann, qui a passé plusieurs mois comme internée volontaire. Alors, on choisissait des jeunes filles qui savaient, qui étaient volontaires, mais qui savaient parler l'allemand. Parce qu'il fallait convaincre les familles de confier leurs enfants à Lauzet. Ce n'était pas évident. Il fallait faire confiance. Donc, voilà Vivette Samuel qui ensuite va travailler avec l'Amitié chrétienne. Et l'Amitié chrétienne, c'est 2 personnes, l'abbé Glesberg, qui est un ancien juif converti et qui parlait très bien yiddish. Et c'était important de l'avoir avec soi. Et puis le père Chaillet. D'ailleurs, l'une des maisons d'enfants de Lauzet, c'est une maison qui était sous couvert de l'Amitié chrétienne. Alors, là, je vous ai montré cette diapo pour vous, d'abord, l'état des enfants qui sortaient des camps d'internement. Voilà Paul Niedermann, il avait 1,70 m et il pesait 32 kilos. Et donc, Lauzet, pour commencer, avait ouvert une maison d'enfants à Palavas-les-Flots. Là, il est à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, pour que ces enfants se retapent. Mais ce n'est pas seulement pour que les enfants se retapent, c'est que pour sortir les enfants des camps d'internement, il fallait des certificats d'hébergement, des départements dans lesquels allaient ces enfants. Et ce n'est pas toutes les préfectures qui donnaient ces certificats d'hébergement. Il se trouve que l'Hérault et le préfet de l'Hérault a aidé, Benedetti, a aidé Lauzet et a donné beaucoup de ces certificats d'hébergement. Et c'est pour ça qu'elle a créé une maison d'enfants à Palavas-les-Flots. Et ensuite, les enfants étaient dispatchés dans les autres maisons. C'était toute une organisation. Alors, l'autre activité d'André Salomon, mais qui va s'arrêter très vite et qui, je pourrais vous raconter encore 1 heure là-dessus, c'est de faire partir un certain nombre d'enfants juifs les plus menacés aux États-Unis. Mais il fallait un certain nombre de conditions, c'est-à-dire qu'il fallait des affidavits, des autorisations
d'entrer aux États-Unis, mais il fallait des visas de sortie de la France, mais il fallait un billet, et un billet de quoi? Mais de bateau. Mais le bateau, on ne le prenait pas à Marseille. Les bateaux, ils partaient du Portugal ou de Casablanca. Donc, il fallait des autorisations de transit pour passer par l'Espagne pour ces enfants et les gens qui les accompagnaient, mais que pour avoir ces autorisations de transit, eh bien, il fallait avoir le billet, la preuve du billet. Et tous ces papiers qui étaient tellement difficiles à obtenir, mais ils n'étaient pas valables tout le temps. C'est juste quelques mois. Ça a donc été un travail énorme de la part des gens de Lausée pour faire partir. Alors, ils avaient près d'1 millier d'enfants qui auraient pu partir. Il n'en est parti que 320 à cause de toutes ces difficultés. Voilà une maison d'enfants pour du Touring Hotel de l'Amitié chrétienne où sont allées des jeunes filles qui étaient toutes des jeunes filles étrangères. Et c'est ces jeunes qu'il fallait cacher en premier, après 42. Et c'est ces jeunes qui étaient le plus difficile à cacher. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles avaient l'âge limite d'arrestation. C'est à partir de 16 ans qu'on est considéré comme qu'on est déportable, qu'on est arrêtable et déportable. Alors, là, j'ai juste mis un livre que j'ai édité, qui est le journal d'une maison d'enfants, et l'une des éducatrices de cette maison d'enfants, celle de Chabannes, disait « Les enfants dont on s'occupe riaient le jour et pleuraient la nuit ». Je crois que c'est exactement ça, la condition des enfants cachés juifs pendant la guerre. Rire le jour et pleurer la nuit. Bon, là, je vais passer assez vite. C'était dans le journal de Chabannes, les textes, les dessins faits par les enfants. On ramasse les châtaignes. Et puis, bien, les enfants allaient à l'école du village et ils allaient sous leur vrai nom. C'est ça la grande différence avec le réseau Garel, c'est-à-dire la période après fin 42 et 43, où on va faire rentrer les enfants dans la clandestinité la plus totale. Là, ils allaient à l'école du village. Voilà les lauréats du certificat d'études. Et je ne vous étonnerai pas en vous disant que dans un certain nombre d'écoles de la Creuse, les enfants juifs qui pourtant connaissaient à peine le français étaient les mieux placés pour avoir le certificat d'études et ont eu les premières places au certificat d'études de leur région. Vous avez ensuite, alors où est-ce que j'ai… Donc là, c'est les… Alors, dans les maisons d'enfants, il y avait des ateliers, et il y avait des ateliers de maroquinerie ou de bois faits par l'Horte. C'est l'Horte qui entrait dans les maisons de Lausée. Et puis, alors voilà, l'atelier de menuiserie a toujours des ateliers de l'Horte. Et puis, le grand air, la gymnastique, c'était très important. Et c'est un grand bonhomme dont on a la chance de garder jusqu'à 108 ans, Georges Loinger, qui s'occupait
de former les moniteurs des maisons d'enfants, des moniteurs sportifs, et c'est lui, je vais vous montrer plus tard, qui va s'occuper de la filière vers la Suisse. Alors, mais où il est mon petit, ma petite, je le trouve plus. Ah oui, alors, je vous ai montré aussi la vie religieuse. Alors, j'aurais pu vous montrer le Shabbat, j'aurais pu vous montrer ici les enfants faisaient leur bar mitzvah. Ici, vous êtes à Limoges, dans l'internat de Limoges, qui va avoir cette particularité. Cet internat de Limoges va abriter le petit séminaire, le PSIL, dont vont sortir tous les dirigeants communautaires de l'après-guerre, avec le rabbin Deutsch. Voilà Joseph Weil, qui était l'homme politique de Lausée, et c'est celui qui va conduire l'association vers la clandestinité. C'est un diabétologue de Strasbourg, et il va aussi faire venir, dans chaque maison d'enfants avait son propre médecin qu'a fait venir Joseph Weil. Et donc, ils étaient tous cousins et ils venaient tous de Strasbourg. Et en particulier, le médecin-chef des maisons d'enfants, qui était Gaston Lévy, à la Pouponnière de Limoges. Alors, voilà Georges Garel. Georges Garel, c'est Garfinkel, mais il va garder son nom de guerre, que Joseph Weil a vu à Vénissieux lors vous savez que 108 enfants juifs ont été sortis du camp de Vénissieux, et Georges Garel était l'un de ceux qui étaient le plus actifs. Ces 108 enfants, d'ailleurs, grâce aux éclaireurs israélites, mais c'est surtout l'amitié chrétienne, et sous couvert d'ailleurs du cardinal Gerlier, qui va permettre à ces enfants d'être dispatchés dans la France. Alors, dans la France profonde. Voilà donc Georges Garel qui va mettre sur pied son réseau. Le voilà, son réseau. Vous voyez, c'est 4 régions totalement indépendantes, chacune avec des têtes de réseau. Qu'est-ce que c'est une tête de réseau? C'était quelqu'un qui était responsable du dispatching des enfants à l'intérieur de sa zone. Encore fallait-il trouver les familles. Alors, il fallait trouver les familles. Ça se faisait, c'était des assistantes sociales qui allaient les chercher à vélo. Et puis, il fallait y emmener les enfants dont on avait changé les noms, c'est-à-dire que les enfants étaient là, ont changé d'identité. Il fallait leur trouver non pas des faux papiers, mais des fausses cartes d'alimentation. Et puis, les familles étaient payées tous les mois. Et c'est encore des convoyeuses de Lausée qui amenaient les enfants, payaient les familles, tout ça tous les mois. Hein, tous les mois, elle faisait ce trajet. Par exemple, Charlotte Rosenbaum-Hellmann, dans la région de Limoges, a été arrêtée 3 fois. La première fois, elle est arrêtée par la résistance nationale parce qu'elle a un fort accent
Donc, on l'a prise pour une collaboratrice. Et c'est un maire d'un petit village où elle avait caché les enfants qui ont dit aux résistants, mais non, vous vous trompez. La deuxième fois, elle est arrêtée par la milice. À Limoges même, elle est mise en prison, dans la prison de Limoges. Et elle va contacter la résistance juive en allant se faire volontairement arracher une dent à la prison pour rentrer en contact, et la résistance juive arrive à la faire sortir de la prison de Limoges. Et la troisième fois, c'est à Toulouse. Et là, c'est la Gestapo, mais elle va fuir et elle arrive à s'en sortir. Donc, c'était difficile et c'était dangereux. Et je vous signale pourquoi on osait employer des jeunes filles. Parce que si on employait des garçons, eh bien, et c'est ce qui est arrivé plusieurs fois, lorsqu'ils étaient arrêtés, ils étaient déculottés et on s'apercevait qu'ils étaient juifs. Alors que des jeunes filles, ça pouvait passer. Donc voilà le circuit Garel, comment il est organisé. Ce circuit clandestin, les éclaireurs israélites vont faire exactement la même chose. Il va s'appeler la 6e. Et le mouvement de la jeunesse sioniste va aussi avoir un circuit clandestin pour cacher les enfants. Et les 3 organisations vont travailler ensemble et surtout dans la filière vers la Suisse. Alors voilà l'une de ces animatrices, éducatrices, convoyeuses d'enfants, c'est Nini Wolf, Gabi Cohen, qui est connue de la communauté après-guerre, Margot Cohn, qui était avec son mari Beau Cohn et qui va s'occuper d'une autre maison d'enfants à Ussac. Voilà quand même le souvenir, la plaque qui a été mise au Chambon-sur-Lignon pour montrer que toutes les régions et dans toutes les régions, il y a eu des mains charitables ou des villages entiers qui se sont tus ou qui ont aidé les Juifs. Le Chambon est le plus connu, mais il y a aussi Dieulfi et il y en a bien d'autres dans toutes les Cévennes. Au fond, on sait maintenant que la plupart des villages de France savaient que des familles hébergeaient des enfants juifs et n'ont rien dit. C'est le silence qui a permis de sauver aussi les enfants juifs. Le Chambon-sur-Lignon, alors j'aurais voulu quand même avant cette... non, voilà. Avant ces 2 photos, vous montrer la filière suisse, celle de Georges Loinger. Alors, pourquoi c'était important d'organiser une filière de passage d'enfants vers la Suisse? Parce que d'abord, la filière vers les États-Unis, elle est coupée début 1942. Donc, les enfants qui ne pouvaient pas être cachés. Alors, il y avait qui? Il y avait déjà ceux qui étaient limite d'âge, c'est-à-dire les adolescents. Il y avait les enfants qui étaient trop religieux et qui n'acceptaient pas d'être cachés dans des familles goy. Et puis, il y avait ce qu'on appelle le délit de faciès, des jeunes qui c'était trop visible. Et c'est toutes ces catégories d'enfants que les organisations juives ont fait passer en Suisse. Et là, c'est Georges Loinger que vous apercevez là.
qui a organisé à partir d'Annemasse, qui est allé voir le maire d'Annemasse et qui lui a dit, voilà, je suis juif, je m'occupe de faire passer des enfants vers la Suisse, vous deux, essayez, aidez-moi. Et effectivement, le maire d'Annemasse va aider la résistance juive et Lozé. Qu'est-ce que c'est que l'aide? C'est de fournir les bons passeurs. Voilà, juste ça. Fournir les bons passeurs qui permettent d'amener les enfants, leur confier en toute confiance, leur donner les enfants pour que ils se faisaient grassement payer, hein. Là aussi, rien n'a été gratuit dans cette histoire de sauvetage. Les passeurs, c'était pas bon marché. Ceci dit, ils risquaient d'être arrêtés eux aussi. Et c'est comme ça que la résistance juive a fait passer des enfants seuls vers la Suisse, vers Genève. Ces enfants étaient attendus, c'est-à-dire que les organisations juives en Suisse avaient demandé l'autorisation du gouvernement de Berne de faire venir ces enfants. On leur a donné l'autorisation à condition que ces enfants soient seuls, qu'ils aient moins de 16 ans, parce qu'il ne fallait pas concurrencer la main-d'œuvre du pays, et qu'ils soient pris en charge par les organisations juives arrivées en Suisse. Ils ne devaient rien coûter à la Suisse. Ce qui a été fait, à peu près. Alors, Georges Loinger a fait passer 300 à 320 enfants, lui tout seul, mais l'ensemble des organisations juives, les EI, le mouvement de la jeunesse sioniste, les bundistes, ont fait passer à peu près entre 1000 à 1200 enfants vers la Suisse jusqu'à la fin 1944. Alors, je voulais juste vous signaler qu'il y a un groupe d'enfants qui est parti en 1944 vers la Palestine dans un bateau qui s'est appelé le Guinéa. C'est André Salomon avec, ici on la reconnaît, c'est Elisabeth Hirsch qui a conduit le groupe des enfants de Lozé qui va rejoindre ce bateau. Il y a à peu près 70 enfants qui vont partir en 1944 dans un bateau clandestin vers, vers la Palestine via l'Espagne et le Portugal. Mais ça, c'est quelque chose de bien plus dangereux. Alors voilà, que sont-ils devenus? Je vous ai montré, je vous ai parlé de, comment il s'appelle, aide-moi Jean-François, Norbert Bicalès. Voilà Norbert Bicalès qui, du château de Quincy, est arrivé à Chabannes, puis il est parti en Suisse grâce à Lozé, puis ensuite il a rejoint son frère aux États-Unis, il a fait souche aux États-Unis, il a très bien réussi et il est le président de l'amicale des anciens de Lozé. Et puis vous avez, le voilà en 2002, vous allez peut-être le reconnaître, c'est un jeune, il s'appelle Jean Herptu, et le voilà maintenant, c'est Popek, c'est un enfant de Lozé. Et puis, vous avez le travail de Lozé, je vous ai dit, ne s'arrête pas en 1945. Lozé va ouvrir 25 maisons d'enfants pour plusieurs milliers d'orphelins, mais elle va s'occuper surtout d'un groupe
qu'on a appelés les enfants de Buchenwald. Les voilà arrivant de Buchenwald vers le Écouis, dans l'Eure. Dans ce groupe, il y avait quelqu'un qui va devenir très connu, il est là, on vous l'a entouré là, mais on le reconnaît bien peu. Et voilà le jeune Eliezer qui va grandir dans les maisons de Lausée, qui va travailler à la Sorbonne avec un maître qui va lui apprendre le français, grâce à Lausée, qui d'ailleurs l'a toujours manifesté et qui deviendra prix Nobel de la paix. Donc, je veux parler d'Elie Wiesel. Dans ce groupe, d'ailleurs, il y avait Élie Buzyn, le père de l'ancienne ministre. Il y avait aussi le jeune Lau, qui va partir très vite en Palestine et qui deviendra le grand rabbin d'Israël. Voilà, après, dans les années 50, un autre travail de Lausée qui est la prise en charge des enfants du Maroc, de Tunisie et d'Algérie. C'est un autre genre de travail social. C'est Vivette Samuel qui va le conduire. Il faut travailler non plus avec des enfants sans parents, mais avec des enfants dont les parents sont vivants, mais qui sont séparés. Et puis, c'est Lausée qui va se charger au Grand Arenas, je ne sais pas si je l'ai mis là, non, je ne l'ai pas mis là. Le Grand Arenas, c'est à Marseille. Tous les bateaux qui vont, après la création d'Israël en 1948, qui vont partir vers Israël, c'est les médecins de Lausée qui vont les prendre en charge à Marseille, au Grand Arenas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre attente, mais voilà le travail de Lausée à grands traits. Je ne sais pas comment on fait pour sortir de… voilà. Merci. On arrête le diaporama. Je peux arrêter le partage de l'écran. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Merci. On te voit. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Merci, Cathy. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir et d'avoir permis cette évocation des héros de la guerre, de toutes ces personnes, connues pour certaines, anonymes pour d'autres, qui ont contribué au sauvetage des enfants juifs. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une belle action que d'évoquer leur mémoire. Merci en tout cas de l'avoir fait avec talent, Cathy. Merci à Jean-François d'avoir étendu l'invitation initiale à tous les amis de Lausée. Et je crois que tous ensemble, nous avons fait une bonne action en écoutant ce récit et en apprenant certainement beaucoup de choses sur le rôle éminent qu'a eu Lausée pendant la guerre, bien sûr, bien après, mais le propos de ce soir était centré sur la guerre. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Je vais remercier Marc d'avoir pris l'initiative parce que tout seul, je n'y avais pas pensé. Et je suis heureux de voir que l'audience de cette soirée va bien au-delà du quadrilatère autour de la rue de Montevideo, parce que je vois des messages venant de République tchèque, du Congo, du Gabon, et je pense d'Israël et d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est une belle soirée. Je voulais en féliciter ceux qui en sont à l'origine. Merci Janine et merci Marc. Et merci à tous d'être là. Et merci à Cathy parce qu'elle est toujours une formidable pédagogue. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.